Aujourd'hui, je vais à nouveau vous prouver l'étendue infinie de mon savoir en m'attaquant à un colosse, un monument, que dis-je, un chef-d'œuvre au panthéon des séries, une série culte parmi les séries cultes, j'ai nommé Mad Men. Tout a été écrit sur elle, les fans se comptent en millions, vous savez donc déjà beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qui va m'arrêter car je suis incollable et je veux faire de vous des puits de savoir. Pas des vrais puits, je vous rassure. En vous dévoilant ce que vous ne saviez peut-être pas encore. Mad Men, c'est 7 saisons, 92 épisodes de 47 minutes. Don Draper, joué par Jon Hamm, n'a eu pas moins de 9 secrétaires différentes ainsi que 18 maîtresses. Quelques 3,3 millions de téléspectateurs ont suivi le dernier épisode, à savoir l'épisode 14 de la saison 7, sur la chaîne câblée AMC. Bon, on fait une petite pause. Mad Men, c'est aussi un générique absolument mythique. Bon là vous vous dites que je vous apprends pas grand chose. Mais saviez-vous que le générique rend hommage au designer Saul Bass qui a conçu le générique et les affiches des plus grands, dont Hitchcock, Kubrick, Scorsese et j'en passe. Son principe était de faire des génériques de sorte de courts-métrages avec leurs propres histoires et leur propre lot d'informations. Quand vous pensez aux années 60 dans le cinéma anglo-saxon, vous imaginez forcément Saul Bass. Dans le générique, Mad Men installe une ambiance fidèle à l'époque et c'est là l'une des forces incontestables de la série. Je sais pas vous, mais moi, dès que je vois ce générique, dans un réflexe pavlovien, j'ai envie de m'en griller une alors que je fume absolument pas. Je sais, le tabac est terriblement mauvais pour la santé, mais la cigarette est un personnage à part entière de Mad Men. Les persos ne font que cloper et puis professionnellement parlant en tant que publicitaire, leur sujet est aussi de voir comment mieux vendre la cigarette. Elles sont faites comment, vos cigarettes? J'en sais rien. Tu me fais honte. Mais je vous rassure, les acteurs ne fument pas de vraies cigarettes. Il s'agit de cigarettes à base d'herbe ne contenant ni tabac ni nicotine. Ce serait intenable de fumer autant autrement. D'ailleurs, Jon Hamm les a comparés à un mélange de gazon et de savon. Ouais, j'ai pas trop envie de fumer. La série a battu tous les records de consommation. Dès la première saison de la série, Don Draper boit 56 verres et fume 66 cigarettes. Et selon un journaliste du site de la chaîne américaine NBC, il apparaît que sur les 7 saisons que compte la série, 947 cigarettes ont été fumées et 369 boissons alcoolisées ont été versées. Et on parle pas des scènes coupées. Mad Men, c'est aussi un type de série qui claque. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne désigne pas, du moins en première intention, les hommes fous. Mad Men est tout simplement un surnom inventé à la fin des années 50 et donné aux publicitaires qui travaillaient sur la Madison Avenue à New York. Madison Men, Mad Men. Cette série a été créée par Matthew Weiner et a une histoire vraiment assez mouvementée. Weiner a écrit le scénario en 2000. 3 ans plus tard, David Chase, le grand Manitou des Sopranos, l'engage comme scénariste-producteur de sa série diffusée sur HBO. Il lit alors le scénario de Mad Men et l'encourage à le faire produire chez HBO. En 2007, les Sopranos s'arrêtent définitivement et Weiner a une fenêtre de tir pour enfin produire et diffuser sa série. Mais HBO refuse! Puis c'est au tour de Showtime de décliner. C'est fichu. Mais Weiner, il est pas du genre à lâcher l'affaire. Finalement, il trouve un accord avec AMC, une chaîne moins en vue. Le bon plan, puisque Mad Men est devenu du même coup la toute première production de cette petite chaîne câblée. Un peu moins d'un an plus tard, Mad Men, auréolé entre-temps de son succès critique, décroche le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Et forcément, HBO et Showtime ont dû s'en mordre légèrement les doigts. Oui, je sais, je me suis mordu le doigt pour mieux vous décrire la sensation. Je suis hyper calée en tout, mais je suis aussi une véritable journaliste gonzo. Le succès ne s'est jamais démenti. Mad Men a été tout au long des saisons plébiscitée par la critique et multi-récompensée. La série a gagné 2 Emmy Awards pour la meilleure série dramatique en 2008 et 2009. Elle a aussi été lauréate de 4 Golden Globes, 3 en 2008, 2009 et 2010 dans la catégorie meilleure série dramatique et un dernier pour Jon Hamm en 2008, sacré meilleur acteur de série dramatique. Non mais la grande classe! C'est gentil de dire ça. Une des raisons de ce succès, c'est la façon dont Mad Men reconstitue de manière minutieuse les années 60 aux États-Unis. Au départ, chaque fin de saison s'appuie d'ailleurs sur un grand événement historique précis. L'élection de John Fitzgerald Kennedy contre Nixon pour la saison 1, la crise des missiles de Cuba pour la saison 2, l'assassinat de Kennedy pour la saison 3. L'objectif étant de montrer à quel point ces événements conditionnent les émotions et les décisions des personnages. À partir de la 4e saison, la série traite directement des faits politiques de l'époque, comme la lutte des Noirs américains pour la reconnaissance de leurs droits, l'enlisement de la guerre du Vietnam, la révolte de la jeunesse. In fine, Mad Men délivre un point de vue assez tranché et original sur les années 1960 en affirmant que parallèlement aux transformations et aux avancées de la société américaine, l'émancipation des femmes ou les lois égalitaires obtenues par le mouvement des droits civiques, cette décennie a également abrité une terrible violence. Les assassinats de JFK donc, mais aussi de Martin Luther King, Bobby Kennedy ou les émeutes anti-gouvernementales, comme si tout ce progrès devait nécessairement souffrir d'un revers de la médaille. Matthew Weiner a reconnu dans des interviews que la série, même si elle semble idéaliser les années 60, voulait en réalité déconstruire le mythe de la nostalgie de ces années-là.
C'est d'ailleurs une particularité de Mad Men que de n'être jamais manichéen et d'explorer la morale de ses personnages. Tous les personnages sont présentés comme aliénés avec de vrais problèmes psychologiques, sentimentaux, moraux à gérer quoi. D'après Weiner, Don Draper, le personnage principal, n'est pas un anti-héros, il est plus proche d'un homme normal, qui le voit avant tout comme un homme très faible, comme la plupart d'entre nous, et dont la honte est le moteur. En parlant de Don Draper, saviez-vous qu'à la base, c'est John Slattery qui devait avoir le rôle? On lui a finalement donné celui de Roger Sterling. Il y a un match entre eux pour savoir qui boit son whisky avec le plus de classe. Perso, ils m'ont pas proposé le rôle, quoi. J'ai aucune classe, je vomis quand je bois du whisky, je suis une femme. En vrai, ce qui a décidé le producteur pour John Hamm, c'est qu'il ne voulait pas avoir une star puisque le personnage de Draper est un type qui fabrique son passé. Il voulait donc une personne avec un physique familier mais qui n'était pas identifié ailleurs. Autre fun fact sur Slattery, Talia Balsam, qui interprète Mona, la femme de son personnage, est aussi, dans la vraie vie, l'épouse de l'acteur. Et oui, comme ça on peut s'engueuler au bureau et à la maison sans pause. La série Mad Men doit beaucoup son succès à l'ambiance rétro parfaitement rendue, tant par le décor que par le look des personnages. Eyeliner, lèvres rouges ou encore colliers de perles sont par exemple redevenus à la mode grâce à Mad Men et notamment Christina Hendricks. Pour que le look vintage soit le plus réussi possible, les astuces étaient nombreuses et les acteurs comme les équipes beauté se donnaient beaucoup de mal. Lana Orochowski, make-up artist sur le tournage de la série, a dévoilé quelques secrets. Elle explique qu'entretenir le beauty look de Don Draper n'était pas de tout repos. Pendant très longtemps, les hommes de Mad Men ont été rasés de près. Mais le tournage s'étend sur tant d'heures qu'il a parfois fallu raser John Hamm 2 voire 3 fois dans une même journée. On imagine à quel point l'acteur a dû souffrir d'irritation à force de se raser. Pauvre petit Don Draper, on espère qu'il avait une crème efficace. En parlant d'aftershave, il existe d'ailleurs un débat assez artificiel selon moi pour savoir si la série est machiste ou féministe. Bon ok, les persos sont de gros machos, mais à mon humble avis, la série décrit surtout la misogynie ambiante de l'Amérique des années 60. Non pour l'ériger en modèle, mais pour mieux la dénoncer. Oui, je n'aime pas les magazines, mais quand j'ai emmené un bouquin, ils ont trouvé que ça faisait bizarre. D'ailleurs, pour finir sur ma chouchou de la série et la chouchou de beaucoup de fans, il y a de quoi contester ça. Selon le magazine New York, la scène de Mad Men où Peggy Olson quitte son bureau, carton entre les mains et cigarette à la bouche, est devenue l'icône féministe la plus gifée de tous les temps. Un extrait transformé en gif, très souvent posté à la Journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars. Allez, salut les loulous, à mon tour de vous dire au revoir et à très vite.